Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de ce 13h dont voici le sommaire. L'hypertension artérielle et le cancer du sein au cœur d'une formation des paramédicaux de la commune de Dangbo. À la manœuvre, la Fondation Espace Afrique dans le cadre d'une campagne de sensibilisation pour renforcer leurs compétences. École d'été 2025, l'intelligence artificielle au service de la jeunesse et de l'innovation. Un rendez-vous de la Fondation Vallée pour initier les jeunes face aux défis du numérique. En sport, clap de fin de la Ligue professionnelle Yuzu chez les dames, Énergie est sacrée championne et du côté des hommes, Élan Coton a confirmé sa suprématie. Les paramédicaux de la commune de Dangbo, formés sur la prise en charge des affections liées à l'hypertension artérielle et le cancer du sein. La formation s'inscrit dans le cadre d'une campagne de sensibilisation initiée par la Fondation Espace Afrique. Une formation qui s'est tenue en présence de Claudine Prudencio, ministre conseiller à la santé à l'hôpital confessionnel Auberge de l'Amour Rédempteur de Dangbo. Je l'accueille Amandine Aniabosso. L'hypertension artérielle et le cancer du sein, deux pathologies silencieuses en recrudescence au Bénin, exigent une prise en charge fondée sur un bon diagnostic et un traitement approprié. Une formation est alors dispensée aux paramédicaux de la commune de Dangbo à l'hôpital Auberge de l'Amour Rédempteur sous l'égide d'experts nationaux et internationaux. Ce sont des maladies qui sont très onéreuses. Et donc, c'est très important de venir vers ces milieux-là pour former les agents qui sont en première ligne afin qu'ils puissent être plus aptes. Nous avons donc insisté sur la nécessité pour ces agents de santé de connaître les techniques pour identifier le patient à risque d'hypertension artérielle. Ensuite, les techniques pour poser le diagnostic d'hypertension artérielle. La meilleure manière de protéger sa santé, ça doit passer par la prévention. Pour l'ensemble de la population, connaître les risques d'apparition d'une maladie, d'adhérer au traitement via une prise en charge médicale pour justement limiter les complications inhérentes aux maladies. Donc c'est très important cet engagement via la prévention et de sensibiliser toutes les populations et tous les médecins paramédicaux à l'importance de cette prise en charge. C'est une initiative de la Fondation Espace Afrique qui milite pour un conseil pour le développement. Pour les patients qu'on va recevoir après, nous allons mieux les prendre en charge. On va ignorer les mauvaises pratiques. C'est vraiment opportun et puis salutaire cette activité pour permettre aux agents de santé de mieux faire ce dépistage. La santé a un prix pour le président Patrice Talon. Il met un point d'honneur sur la santé aujourd'hui, raison pour laquelle il a vraiment investi pour que le plateau technique du Bénin soit le meilleur. Cette formation actualise les connaissances du personnel soignant local. Résultat, une capacité accrue à agir sur la santé publique et à optimiser la prise en charge de l'hypertension et du cancer du sein. Après les paramédicaux, les populations ont eu également droit à cette séance de sensibilisation. Toujours à Dangbo, la Fondation Espace Afrique a initié une campagne de sensibilisation dénommée Stop à l'hypertension artérielle et au cancer du sein. Les populations sont sorties massivement pour s'informer et se faire dépister à l'hôpital confessionnel Auberge de l'Amour Rédempteur de Dangbo. On retrouve Je l'accueille Amandine Aniabosso. Une vaste opération de dépistage de l'hypertension artérielle et du cancer du sein à Dangbo. Face à la recrudescence alarmante de ces deux pathologies qui frappent durement les communautés locales, une équipe médicale se mobilise sur le terrain. À l'initiative de la Fondation Espace Afrique, cette campagne combine information, sensibilisation et dépistage direct. Elle vise à renforcer l'action gouvernementale contre ces affections, souvent diagnostiquées trop tardivement. En décidant d'accompagner nos communautés, vous avez pris une décision vitale. Car ces deux affections déciment nos populations pour faute
de la bonne information. La présente activité de sensibilisation relève d'une belle et noble initiative en phase avec les objectifs du gouvernement qui a fait, à travers son programme d'action, des questions de santé l'une de ses plus grandes préoccupations. Et donc toutes les mamans maintenant... Il est temps de briser le silence autour de ces pathologies. La stratégie passe notamment par des causeries éducatives conçues pour réveiller les consciences et promouvoir les réflexes préventifs au cœur de la population. C'est une initiative à saluer, à encourager et à voir se pérenniser. Dans l'intérêt de nos populations qui aspirent au minimum vital, qui aspirent au bonheur et à la joie de vivre. Permettez-moi avant tout de saluer avec la plus haute considération son Excellence M. Patrice Guillaume Athanas-Talon, dont la vision et la constance dans l'action ont fait de la santé un pilier du développement national. Cette initiative est d'abord un signe que dans le sillage de la vision du chef de l'État, chaque force vive peut contribuer à sa place et selon ses moyens à la vitalité de la nation. Ce que nous vivons aujourd'hui dépasse la seule dimension médicale. C'est un acte de fraternité et de lucidité. La Fondation Espace Afrique, fidèle à sa vocation, a réuni autour d'elle les compétences, les moyens et la volonté pour offrir à cette population un moment de vigilance et de soins. L'accent est mis sur l'adoption de mesures concrètes au quotidien. Une bonne hygiène alimentaire et une activité physique régulière, comme le fitness, sont des remparts essentiels pour préserver sa santé et lutter contre l'hypertension ou le cancer du sein. Rendons-nous à présent sur le site où s'est produit le drame de ce week-end. Cet accident survenu sur le pont reliant Savet-Glazoué. 112 heures après, les recherches se poursuivent sans relâche. Et sur place, vous allez le voir, la solidarité des riverains et l'appui des forces de sécurité permettent de maintenir l'ordre et de faciliter la circulation. Retrouvons en direct par téléphone depuis les lieux notre reporter Enoch Rumpati pour d'autres précisions. Il faut dire que 72 heures après le drame, les spécialistes sont toujours à pied d'œuvre. Les opérations de localisation de l'épave se poursuivent. Hier déjà, tous les efforts pour la sortie du fleuve sont restés vains. À 19h30 déjà, les opérations ont été suspendues, permettant ainsi la reprise de la circulation après une journée de blocage. Ce matin, nous sommes de nouveau sur le terrain. Il faut souligner que le gouvernement a mobilisé d'importants moyens pour tenter de sauver les victimes. La Marine nationale, les sapeurs-pompiers, l'Agence béninoise de protection civile, la BPC bien évidemment, les autorités locales et le préfet des collines, Salih Oudoubou, sont tous présents sur le terrain. Selon lui d'ailleurs, 53 passagers se trouvaient à bord du bus de la compagnie nigérienne STM. À ce stade, on dénombre 9 rescapés et 43 toujours portés disparus dans les eaux du fleuve Ouémé. Les opérations se poursuivent. Le directeur de la BPC conduit avec ses équipes les interventions sur le terrain. Il faut rappeler la solidarité manifestée par les populations riveraines. On note également la présence de Nigériens dont certains proches se trouvaient à bord du bus venus sur les lieux. Pour finir, la circulation s'effectue normalement grâce à la présence des éléments de la police républicaine. Merci à vous, Enoch Rumpati, pour ces précisions. Mettons maintenant le cap sur Kandi, où les grandes réalisations du PAG changent le visage de la cité. Vous allez le voir, la ville dispose désormais d'infrastructures modernes pour améliorer la qualité de vie de ses habitants et renforcer son attractivité grâce à des projets de modernisation ambitieux du gouvernement. Ce carrefour incontournable de la Liborie connaît une métamorphose spectaculaire. Pour mieux nous le faire constater, Nestor Sella et Judicaël Ayena ont choisi une balade nocturne. Reportage.
La rénovation urbaine et l'aménagement du réseau routier, puis la mise en place d'un éclairage public performant. Embellissement de la ville, les images parlent d'elles-mêmes. On prie ça depuis quoi? Et c'est maintenant que Dieu a accepté notre prière. Et on a trouvé un président qui nous a tout fait. Ah, vraiment, on est très fiers de notre président. Voilà, on est juste à Kandissi, mais on remercie juste à Cotonou. Et grâce à lui, on est debout ici. S'il n'y avait pas les lumières, les poteaux, les trucs, on ne serait pas ici. Donc, merci infiniment. Il y a les lumières, tout. Même si l'argent tombe ici, l'homme peut ramasser ça. Un instant de selfie pour immortaliser la sortie. Les grandes réalisations du gouvernement de la rupture modernisent davantage la ville de Kandi, capitale de la Libouri. Depuis quelque temps, le soir, je prends les amis, on se promène à travers ma commune. Aujourd'hui, je suis très fière. Pourquoi? Il y a un grand changement à travers l'électrification que vous voyez. Les Kandiens aujourd'hui sont très fiers. Donc, on a obligation de suivre le chef de l'État et son gouvernement. Et nous allons prier Dieu que celui-là qui viendra le remplacer ou qui puisse faire plus. Kandi, dans notre langue, ça veut dire Kandi, c'est qui est doux. Kandi, c'est la ville qui est douce, la belle cité, et elle mérite ce grand ouvrage. Et nous l'avons souhaité. Et le président, Patrice Talon, que nous respectons, que nous aimons beaucoup, il a su entendre le cri de cœur des Kandiens. Et aujourd'hui, c'est une réalité. C'est avec grande joie que je dis vraiment merci à ce grand homme qui sait faire les grandes choses, qui a révélé le Bénin au monde entier. Les années passées, on nous dit toujours que Kandi va devenir quelque chose, mais on ne s'attendait pas. Grâce à l'arrivée du PR Talon, on a vu notre double voix soutient beaucoup. On est fiers à Kandi. Nous, femmes de Kandi, aujourd'hui, nous ne connaissons personne que lui. C'est ainsi que nous souhaiterions que celui qui va remplacer cet homme dynamique, capable, nous souhaiterions qu'il s'engage comme lui et emboîter ses pas pour que nous puissions bien sauvegarder tout ce qu'il a laissé et nous allons en jouir. La modernisation de la ville a déjà des retombées positives sur l'économie locale. Kandi se positionne ainsi comme une ville moderne et dynamique. Je vous l'annonçais dans les titres, des enfants et des jeunes se sont formés aux questions de l'intelligence artificielle. C'était à l'occasion de l'école d'été 2025, une initiative de la Fondation Vallée pour former et inspirer une génération face aux défis du numérique. Reportage Victorine Bondé et Mariano Ganko. Ils sont venus du Bénin et d'ailleurs. 185 passionnés de technologie, dont 55 juniors et 130 seniors, réunis pour une même aventure, l'édition 2025 de l'école d'été sur l'intelligence artificielle. Une initiative portée par la Fondation Vallée et l'ONG Bénin Excellence pour semer les graines du numérique de demain. L'EIA a permis de former plus de 800 jeunes aux questions de l'intelligence artificielle depuis sa création. Notre formation inclut 75% de pratique contre 25% de théorie. Nous avons formé une masse critique de personnes. Néanmoins, notre contribution reste très modeste face aux grands chantiers entamés par le gouvernement. Je félicite en particulier les enfants de l'EIA Junior qui ont été assidus, qui ont fait preuve d'innovation. Je remercie leurs parents pour la confiance. Je salue l'engagement de leurs formateurs. Aujourd'hui où le monde se numérise, le monde est en pleine transition vers l'intelligence artificielle, il est important de capaciter ces jeunes-là, ensuite de leur permettre avec 75% de pratique de toucher au concret sur l'intelligence artificielle. Pour cette 5e édition, les participants sont initiés aux bases de l'intelligence artificielle. Ils ont travaillé sur des projets d'applications digitales, laissant libre cours à leur imagination. Moi, j'ai travaillé dans un groupe, le projet 2, intitulé « Classification du stade de myostéatose dans les muscles ». Il y a aussi des groupes qui ont travaillé sur les drones,
sur la reconnaissance faciale, également sur les chats conversationnels. Ça a été une expérience très marquante. J'adresse mes remerciements aux initiateurs de cette formation sur l'intelligence artificielle et je les encourage à organiser d'autres éditions pour les générations futures. À l'arrivée, de l'enthousiasme, des idées neuves et surtout des compétences acquises. L'édition 2025 se referme, mais pour ces talents, l'aventure ne fait que commencer. Culture dans ce journal avec la fête du culte Oro qui a démarré hier dimanche dans la commune de Sakété. Mais avant, une conférence débat tenue la veille a annoncé les festivités. La rencontre initiée par le ministre des Enseignements maternels et primaires, fils de la localité, a pour thème le langage du tambour de Oro, une poésie de la paix chez les Yoruba Nago du pays du Bas-Bénin. Vitissa Aouré, Miché Elébé. Le langage du tambour de Oro, au cœur de cette conférence débat en prélude à la fête annuelle de ses fidèles dans la commune de Sakété. Devant cet auditoire constitué de dignitaires du culte Oro, d'acteurs culturels et de personnalités politico-administratives, le conférencier décrypte les messages que transmettent les tambours de Oro. Cette année, nous évoquons le langage du tambour de Oro en tant que parole poétique, littéraire, esthétique, qui est au service de la paix. On a montré que le tambour est différent du tam-tam ordinaire, parce que le tam-tam ordinaire sert à rythmer les danses. Mais le tambour, en dehors de son atout de rythmer les danses et les chansons, est un tam-tam qui parle. Ce tambour sert à faire les libations, sert à faire les exorcismes, ça sert à combattre. Il y a plusieurs choses qui se font pendant la fête de Oro. Par exemple, les montages des arbres. Mais tous les initiés savent que ça ne peut pas se faire sans une communication parfaite avec l'esprit Oro et le tambourinaire. Cette conférence débat est à la 4e édition. Depuis 2022, elle marque la célébration du culte Oro à Sakété. Depuis l'année dernière, et c'est avec plaisir que je le dis, la célébration se fait normalement désormais à Sakété. Quand ils disent 3e jour, c'est effectivement 3e jour. Quand on dit 7e jour, c'est effectivement 7e jour. Ce n'est plus 4e jour, ce n'est plus 9e jour. Désormais, dans toute la commune de Sakété, le 7e jour démarre le vendredi. Et la fermeture diurne, c'est le samedi. Et tous ceux qui vont venir de l'extérieur pour participer à la fête auront la journée du dimanche pour retourner sur leur lieu de travail. Je voudrais que ça puisse continuer comme ça. Et que petit à petit, les autres jours là de fermeture diurne, que nous puissions essayer, n'est-ce pas, de les arranger quelque part. Parce que le pays se développe, la commune également se développe. Si nous avons des partenaires qui doivent venir dans la ville et nous amener des choses, de bonnes choses, et qu'on leur dise à mardi, les femmes ne sortent pas, il y a encore des choses à améliorer. S'il y a des gens qui doivent venir et doivent chercher les jours en août où il n'y a pas de fermeture diurne, donc ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à améliorer. Nous pouvons le faire. C'est une question de volonté. Dans la commune de Sakété, les festivités de Oro démarrent le dimanche 17 août 2025 et prennent fin le jeudi 4 septembre 2025. En tournée nationale de sensibilisation et de renforcement des liens avec la chefferie traditionnelle, le président de la Fédération béninoise des associations et clubs pour l'UNESCO était ce week-end dans la cité des Soravi. Accompagné de sa délégation, Gabin Aloyon est allé expliquer aux souverains du royaume de Savalou et à sa cour les opportunités que leur offre l'UNESCO pour le rayonnement des chefferies traditionnelles reconnues légalement au Bénin. Cadnel Capo et Pierrette Adin aussi. C'est un jour symbolique, le 15 août dédié à la célébration de la fête de l'IAM que le roi de Savalou a choisi pour recevoir les émissaires de l'UNESCO. Les invités de Sa Majesté Dada Gamfon Gagné Huntofa Bagidi 15 sont venus présenter les opportunités de l'institution onusienne pour le royaume de Savalou et les 15 autres reconnus par la loi. La royauté de Savalou aura un club UNESCO en son sein qui sera composé de 15 membres et identifier quelques éléments de leur patrimoine culturel, lesquels éléments seront examinés
par les membres de la fédération. Nous, on a déjà fait une conférence de presse pour remercier le président de la République pour cette audace, cette volonté manifeste de mettre de l'ordre au niveau de la chefferie traditionnelle. Nous prenons l'engagement au nom du trône de Savalou de Soha et au nom de tous ceux qui ont régné sur ce trône d'accompagner le processus. Cette tournée des membres de la Fédération béninoise des associations et clubs pour l'UNESCO dans les palais royaux intervient en prélude à l'assemblée élective de l'institution prévue pour octobre prochain. Aujourd'hui, il faut que les communautés se soutiennent. Et nous autres, nous sommes de la communauté africaine résidant au sud du Sahara. Et là-dessus, l'Africain doit être coopté par l'Afrique et nous allons travailler pour avoir également des partenaires du côté de l'Asie et de tous les autres continents pour que le prochain directeur général de l'UNESCO soit un Africain pontin. Après Savalou, les membres de la Fédération béninoise des associations et clubs pour l'UNESCO seront au Palais Royal de Bassila pour la suite de leur campagne de vulgarisation des opportunités et mesures d'accompagnement des chefferies traditionnelles. Découverte, innovation et clôture festive, la 5e édition de la foire agro-pastorale du pôle 4 a tenu toutes ses promesses parmi les moments marquant l'ingéniosité de quelques start-up qui ont séduit le jury, dont l'une avec un biscuit de manioc enrichi à la poudre de cabre. Découvrons cette innovation lors de la cérémonie de clôture de la Fora Pôle 4 à Savalou avec Ernest Etegou et Ulvaïus Balogun. Des biscuits pas comme les autres. Derrière ces croustillants, une innovation qui mêle savoir-faire local et nutrition. Nadou. Nadou, parce que c'est local, c'est notre langue. Nadou, je vais manger. Lauréat du concours Start-up de la 5e édition de la foire agro-pastorale du pôle 4, ce produit a séduit par son originalité et son apport nutritif. Au-delà de son caractère innovant, l'initiative met en lumière les potentialités immenses du secteur agroalimentaire local. Pendant 6 jours, nous avons eu la présence quotidienne de 108 forains avec un total de visiteurs chiffré à 2350. Ces chiffres témoignent de l'intérêt croissant pour le développement local et le renforcement de nos filières agricoles et pastorales. Cette foire illustre donc parfaitement que le progrès et la prospérité de nos territoires passent par l'unité, la collaboration et la valorisation de nos talents locaux. La TDA-BDC s'engage pleinement à assumer son rôle de chef de file de promotion des filières dont elle a la responsabilité, mais aussi soutenir activement le développement des filières en diversification. Innovation, cohésion et dynamisme, tels sont les maîtres mots qui résument cette 5e édition de la Fora Pôle 4. Une foire qui aura démontré que l'agro-pastoral est un levier incontournable pour le développement local et la sécurité alimentaire. Sport à présent, clap de fin sur la saison 2024-2025 de la Ligue professionnelle Yuzu. Chez les dames, Énergie s'impose en finale face à Aspac et décroche le titre du côté des hommes. Elan Coton confirme sa domination en remportant une 4e couronne consécutive. Gloria Oni, Igor Ayoso et Patrick Belengue. En finale, Énergie et Aspac se sont affrontés avec une défense et une attaque solide. Les dames d'Énergie se sont imposées face à Aspac 67-48, décrochant ainsi le titre de championne de la Yuzu League professionnelle.
Chez les hommes, Elan Coton a une fois de plus démontré sa suprématie en s'imposant en finale et en conservant son titre avec un score de 80-67. Cette nouvelle victoire consacre l'équipe comme quadruple championne de la Yuzu League professionnelle. Avec désormais 4 étoiles au compteur, Elan Coton entre un peu plus dans la légende du basketball national. Après le basketball, vous le savez, les Jeux africains scolaires ont livré aussi leur verdict. Et comme on vous l'avait annoncé ici, la jeunesse béninoise a fait briller ses couleurs entre exploits, médailles et promesses d'avenir. Retour sur une participation qui installe le Bénin à la table des grandes nations du sport scolaire africain. Un sujet de Augustin Boudou et Hospice Setonji Metoli. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs à Annaba. La délégation béninoise est venue et compte parmi les délégations les plus fortes en effectif. Mais ce n'était pas évident qu'on s'en sorte avec autant de médailles. Partie de Cotonou, avec l'envie de briller, la délégation béninoise des Jeux africains scolaires a fait retentir l'hymne national sur le continent. L'histoire commence avec une étoile. Rufine Sono, 15 ans à peine, et déjà l'aura d'une championne. Son finish de feu sur le 800 mètres offre au Bénin sa première médaille d'or. Le handball béninois n'a pas tremblé. Garçons et filles se battent jusqu'au bout et accrochent 2 précieuses médailles d'argent au terme de finales haletantes. C'est la première fois que nous sommes en train de constater de visu le travail acharné qui est en train d'être fait sur les classes sportives. Et puis, la surprise qui résonne comme un exploit. Le bronze en escrime, décroché face au pays organisateur. Une médaille qui a presque le goût de l'or. Le cas qui m'a vraiment le plus plu, c'est le dernier, c'est-à-dire la médaille de bronze obtenue par l'escrime. Sur laquelle nous n'avons pas eu d'espoir au début. Il faut le souligner que l'escrime n'a participé à un seul regroupement avant le départ sur Alger. Le lanceur de javelot, Ibrahim Kissagui, vient parfaire le tableau avec sa breloque en bronze. Tout n'a pas souri cependant. Le football, dominateur contre l'Algérie, s'incline cruellement au tir au but. Le basketball féminin, impressionnant au premier tour, échoue en demi-finale face au Nigeria. Des regrets, mais aussi des promesses pour l'avenir. Avec 5 médailles dans la gibecière, le Bénin termine 12e sur 51 pays. Tous nos enfants qui ont participé à cette compétition ont battu leur record personnel. Et ça, c'est également l'œuvre du travail abattu jusque-là et l'éducation que nous sommes en train de transmettre à ces jeunes pour dire à chaque compétition, vous devrez faire un pas de plus. À Annaba, l'aube nouvelle du sport béninois a tonné. Et la jeunesse a prouvé qu'elle a tout pour écrire l'avenir. Si vous avez envie de faire des emplettes ce lundi, laissez-moi vous présenter le planning des marchés qui vous ouvre les portes ce lundi.
Et c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Besoin de publicité, de couverture médiatique, d'annonces nécrologiques ou d'autres prestations à passer sur les médias du service public sans pour autant vous déplacer? Ok, commandez désormais vos prestations sans bouger de chez vous sur le www.srtb.bg.